Presque systématiquement laissées intégralement à la charge des femmes dans un couple hétérosexuel, les charges contraceptives et esthétiques représentent un danger potentiel pour leur santé physique et leur santé mentale. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, je vous invite à regarder les 3 premiers épisodes consacrés à ces phénomènes. J'ai longtemps cru comprendre ce qu'était la charge domestique, jusqu'à ce que je me penche récemment sur la question. Ce que je pensais n'être qu'une série d'obligations injustes laissées au bon soin des femmes, ce qui serait déjà parfaitement anormal, est en réalité plus complexe que ça. Monique Eco, que j'ai déjà citée dans la première vidéo, qui est sociologue, et c'est la première à avoir évoqué la notion de charge mentale dans le couple hétérosexuel en 84 dans son essai La gestion de la vie à deux, elle résume cela à merveille quand elle dit, et je la cite, « Nous avons tenu à aborder la gestion sous cet angle, en rompant délibérément avec les questions qui fait quoi, avec quoi et comment. Le partage des tâches n'est pas notre affaire. Pour nous, gérer le champ domestique et les composantes matérielles du travail salarié, c'est surtout gérer des espaces et des temps, car la nouvelle réalité du travail domestique, c'est à la fois sa soumission au temps, rythme, horaire, localisation, distance au lieu de travail salarié. » Cette phrase, qui peut paraître un peu mystérieuse de prime abord, a fini par avoir l'effet d'une révélation à mes yeux. Je vous propose qu'on explore ensemble tous ces mécanismes que je n'avais pas compris par le passé et qui aujourd'hui me sautent aux yeux. La chaîne Meta a brillamment présenté ce qu'était le travail domestique dans une vidéo sortie en mai 2020. Aussi, si vous voulez une explication approfondie du phénomène, je vous renvoie directement chez eux. Ils viennent également, à l'heure où je tourne cette vidéo, de sortir une autre vidéo consacrée au travail, et au travail domestique en particulier. Je vais vous la mettre en description également. Comme toujours, toutes les sources que j'utilise pour la réalisation de cette vidéo seront rappelées dans les commentaires. Le travail domestique est aussi appelé la production domestique, et elle est définie de la façon suivante par le chercheur Daniel Vierger. Il s'agirait, je le cite, de tout ce que l'on accomplit soi-même alors qu'on pourrait le faire faire par autrui. Ménage, entretien du linge, couture, jardinage, bricolage, éducation des enfants, soins aux animaux domestiques, la liste est longue et le temps passé est important. Les dernières études détaillées faites sur la France montrent que structurellement, plus d'heures sont utilisées pour la production domestique que pour le travail professionnel, même si l'on peut observer une certaine tendance de long terme à la diminution. Le travail domestique peut être fait pour soi-même et pour autrui. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais d'abord vous montrer que la charge domestique n'est pas qu'une contrainte supplémentaire dans une journée, c'est une seconde journée de travail entière, pour ne pas dire un deuxième travail à temps plein. Il faudra ensuite qu'on évoque les conséquences directes sur la santé qui ont été mesurées récemment, et proposer enfin des solutions pour la répartir efficacement, voire l'abolir. En novembre 2012, l'INSEE publie les résultats de l'une de ses études concernant le travail domestique. Ce travail, d'après eux, peut être divisé en 3 périmètres distincts. Le périmètre restreint correspond à ce qu'on imagine être cette charge, c'est-à-dire le ménage, la cuisine, l'entretien du linge, etc., les tâches absolument obligatoires. Le périmètre intermédiaire représente les activités qui s'approchent des loisirs et dont il est indispensable de s'occuper également, jardiner, bricoler, faire jouer ses enfants, etc. Et enfin un périmètre large, lui, qui ajoute les déplacements obligatoires en voiture, le fait de promener ou de s'occuper de son animal de compagnie, etc. Au final, nous passons en moyenne 765 heures par an à nous occuper de ces obligations. Dans ses conclusions, l'étude révèle de fortes disparités selon les âges ou les situations sociales des sujets et évidemment en fonction de leur sexe. Elle révèle entre autres qu'une mère de famille en couple passe en moyenne 34 heures par semaine à s'occuper de ces tâches-là, qu'elle ait un emploi ou non. De plus, ce travail obligatoire est extrêmement mal reconnu dans notre société et n'est sujet à aucune rémunération. Lorsque vous êtes mère au foyer, vous n'êtes pas du tout financé pour cela. En octobre 2019, l'IFOP sort de son côté une étude détaillée de la répartition des tâches dans les ménages hétérosexuels. Les résultats sont sans appel et parfois assez surprenants. D'un point de vue global, on remarque que 73% des femmes déclarent en faire plus que leur conjoint, 44% d'ailleurs beaucoup plus parmi ces 73, alors que seulement 16% des hommes y consacreraient plus de temps. Près d'une femme sur 2 déclare que ces inégalités créent des tensions dans leur couple, contre 42% chez les hommes. En rentrant dans les détails, vous le voyez tout en haut, 71% des femmes déclarent que leur conjoint ne repasse jamais. Seulement 15% des hommes réalisent cette tâche sans rechigner. Je vous laisse prendre connaissance des autres chiffres qui montrent des écarts difficiles à justifier aujourd'hui. Sur l'Europe en général, comme vous pouvez le constater, le constat semble le même. Vous voyez actuellement le pourcentage de femmes déclarant en faire à la maison beaucoup plus que leur conjoint. Certaines croyances et certains contes populaires essaient de nous faire croire que ces aberrations sont vécues de façon ludique par les femmes. Pour couper court tout de suite à cet argument, je vous propose 40 secondes des comptes à rebours de Tiff & qui tord le cou à cette idée reçue. Trop contente de faire le ménage. Et le balai paraît léger et vous pouvez siffler. Alors,
mesdames qui vous plaignez parfois de faire seules les tâches ménagères parce que monsieur n'en fiche pas une, permettez-moi de vous dire que vous exagérez, hein. Parce que si vous pouvez siffler, il est léger le balai. Que ça va vite quand la musique vous aide à travailler. On sent que le mec qui a écrit ça, il passait pas souvent l'aspirateur, hein. Voilà, les tâches ménagères, c'est pénible, hein. Personne n'y prend réellement de plaisir. L'inégalité de la répartition des tâches ménagères entre les femmes et les hommes se traduit par des chiffres assez concrets, puisque on sait aujourd'hui que les hommes consacrent en moyenne 2 heures par jour aux tâches domestiques, contre, toujours en moyenne, 3h26 pour les femmes. Ça fait 24 heures hebdomadaires. Nous avons donc 1h26 de temps libre de plus que les femmes en moyenne dans ce pays. Il y a encore une croyance selon laquelle entretenir la maison et éduquer les enfants serait naturellement un travail de femme, alors que Silvia Federici le rappelle très bien dans son ouvrage Le capitalisme patriarcal, page 125, je vous avais déjà lu cet extrait, mais je pense qu'il est indispensable et je vous recommande vraiment de lire cet ouvrage. Il dit « À ce jour, beaucoup considèrent le travail domestique comme la vocation naturelle des femmes, au point qu'il est souvent qualifié de travail de femme. En réalité, le travail domestique tel que nous le connaissons est une construction assez récente qui date de la dernière partie du XIXe et des premières décennies du XXe, quand sous la pression de l'insurrection de la classe ouvrière et pour répondre aux besoins d'une main-d'œuvre plus productive, la classe capitaliste d'Angleterre et des États-Unis a engagé une réforme du travail qui a transformé non seulement l'usine, mais aussi la collectivité et les foyers, et en premier lieu la position sociale des femmes. Du point de vue de ses effets sur les femmes, cette réforme peut être décrite comme la création de la ménagère à temps plein. Un processus complexe de manipulation des structures sociales qui en quelques décennies a sorti les femmes et en particulier les mères des usines, augmenté les salaires des travailleurs hommes suffisamment pour leur permettre d'entretenir une ménagère inactive entre guillemets et instituer des formes d'éducation populaire pour inculquer aux ouvrières d'usines les compétences nécessaires au travail domestique. Quand il est question de répartition des tâches, il est aussi question de représentation mentale, parfois bien éloignée de la réalité. À ce titre, le sociologue Jean-Claude Kaufmann précise que 32% des hommes déclarent faire des efforts pour faire des courses plus souvent, alors que seulement 14% de leurs compagnes constatent le même effort. 63% des hommes estiment que le partage des tâches n'est plus un problème dans leur couple, alors qu'il n'y a que 37% des femmes qui répondent la même chose. L'explication vient souvent du fait que les inégalités, elles ont tendance à se réduire, en particulier à la maison. Les hommes font de plus en plus la cuisine, font de plus en plus le ménage. Et comme on fait ces efforts-là, on pourrait croire qu'elles n'existent plus. Mais ces inégalités-là, elles existent encore. Et on est encore loin d'avoir rattrapé tout notre retard et d'avoir comblé les différences. Pour rappel, et juste avant de passer à la suite, il n'existe aucune étude moderne démontrant que les femmes seraient naturellement plus faites pour les tâches ménagères. Les sophismes biologiques, ils existent et ils ont toujours existé, et je vais vous en faire la démonstration et vous montrer leur absurdité avec un court extrait d'un ouvrage qui s'appelle « Et si le féminisme nous rendait heureuse » de Pauline Arrighi. C'est au début de son ouvrage, c'est page 26, et Pauline Arrighi nous dit ceci. « C'est une passion ancienne, trouver un fondement biologique aux inégalités sociales, voire aux oppressions, à la colonisation et l'esclavage. Il faut bien se justifier. Quand on n'est pas à l'aise avec ce que l'on fait, autant trouver une raison qui nous dépasse, qui s'impose à nous et à nos décisions humaines, la nature. La science a dit que c'était la nature. Les scientifiques ont dit que c'était comme ça. Dans ces cas-là, personne ne remarque que les savants dont les travaux ont et font toujours autorité comptent dans leur rang très peu de femmes. Au XIXe siècle, ces personnes qui ont toujours raison ont justement élaboré une théorie très populaire. La taille de la boîte crânienne et du cerveau serait proportionnelle à l'intelligence de son ou sa propriétaire. On démontre alors facilement la supériorité intellectuelle de l'officier sur le soldat, du bourgeois sur le prolétaire et de l'homme sur la femme, sans se douter que le cerveau est, comme le reste, proportionnel à la taille de l'ensemble du corps, et que les mieux pourvus sont tout simplement les mieux nourris, donc ceux qui appartiennent aux classes dominantes. Mais la charge ménagère, ça ne se limite pas qu'à des tâches mal réparties et une quantité de temps libre variable d'un individu à l'autre selon qu'elle soit femme ou homme. Ce serait déjà suffisamment grave, mais ça va encore plus loin. Je vais éviter de me lancer sur le terrain sociologique parce que je le maîtrise assez mal, mais de ce que j'ai pu lire, le manque de reconnaissance de ces tâches qui sont devenues ingrates avec le temps est en partie ce qui justifie les salaires anormalement bas des professionnels dans ces domaines. Ça crée une invisibilisation des femmes sans emploi qui s'occuperaient pourtant activement de leur ménage, donnant l'impression qu'elles ne travailleraient pas du tout. Avant de rentrer dans ces chiffres, j'en profite pour vous rappeler que c'est le moment de vous abonner à la chaîne si vous êtes toujours avec moi à ce moment-là. Les femmes qui sont mères de famille auront une charge ménagère encore plus importante que les autres.
elles auraient 34 heures de travail domestique hebdomadaire contre 24 en ce qui concerne les femmes sans enfants et 12 pour les hommes. On passe quasiment du simple au triple entre un homme et une femme qui a des enfants. 34 heures, c'est une seconde semaine de travail. Inutile de préciser combien ces heures qui se surajoutent à leur mode de vie déjà fatigant peuvent provoquer des fatigues chroniques difficiles à supporter. Mais il y a une chose que je n'ai compris que très récemment en fait. Ces 24 ou 34 heures supplémentaires, elles ne se suivent pas les unes aux autres. Elles se superposent en fait. Et je remercie encore une fois la dessinatrice Emma pour la clarté de ses explications dans sa bande dessinée, et je vous encourage de nouveau à vous pencher sur son travail. Si l'on représente sur un papier une double journée de la façon suivante, avec à gauche la vie professionnelle et à droite le travail ménager, on oublie un point important que l'on a vu dans les vidéos précédentes. La charge mentale liée aux obligations laissées aux femmes crée de l'anxiété et occupe l'esprit en continu. En fin de journée, une mère qui a la charge de ses enfants subira une pression supplémentaire, celle de finir à tout prix à temps, ne pouvant pas faire autrement. Un institut de sondage a ainsi déterminé que 78% des travailleuses ont du mal à gérer la charge liée à l'éducation de leur enfant pendant leurs heures de travail. Idem concernant les tâches quotidiennes pour 44% d'entre elles. La charge mentale éducative et domestique, elle va déborder sur la charge professionnelle. De la même façon, ce qu'une femme n'aura pas eu le temps de terminer au travail va déborder sur sa vie personnelle, ça va occuper de la place dans sa tête, c'est la charge mentale. Et à ces points-là qui vont s'enchevêtrer les uns sur les autres, on parle de surcharge mentale. Sur ces points de surcharge, la fatigue est maximale, la tension également, ça finit par réduire potentiellement les heures de sommeil puisque ça occupe de la place dans l'esprit, ça crée de la fatigue chronique et ça met en danger la femme de façon individuelle, ça la met littéralement en danger. J'ai 2 exemples à ce sujet-là. Le burn-out maternel est assez mal étudié, mais certains organismes commencent à se pencher sérieusement sur la question. C'est le cas par exemple de l'ASPH, qui attribue au burn-out maternel de nombreuses causes, principalement la charge mentale ménagère, la mauvaise reconnaissance du travail domestique, la fatigue liée à la double journée, etc. La SPH définit le burn-out maternel comme se produisant en 3 étapes. D'abord un épuisement émotionnel qui plonge la mère dans des torrents de chagrin et d'émotions négatives. Ensuite un détachement émotionnel qui la coupe de ses amis et de sa famille, dont le papa et l'enfant. Et enfin la chute libre qui se caractérise par des états inquiétants d'insomnie, d'agressivité, d'amnésie, de problèmes physiques, etc. Cet état de burn-out maternel, si vous le rencontrez, sachez qu'il est parfaitement soignable. Il ne signifie ni que vous êtes une mauvaise mère, ni que vous n'êtes pas à la hauteur, simplement que votre corps est épuisé. Il est parfaitement normal d'avoir des émotions contradictoires quand on est parent. Il est parfaitement normal d'en avoir parfois assez de ce rôle de parent. Si jamais vous ressentez des symptômes qui vous inquiètent, qui se rapprochent du burn-out ou d'un syndrome dépressif, rapprochez-vous aussi vite que possible de votre médecin ou d'un psychiatre pour sortir la tête de l'eau aussi rapidement que possible. Vous avez évidemment tout notre soutien. Le burn-out maternel, c'est un exemple classique de pathologie qui découle de la charge ménagère dans la vie personnelle d'une femme. Mais je vais vous donner un autre exemple qui touche cette fois-ci la vie professionnelle. L'ANACT, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, a effectué en 2011 un travail dantesque de référencement des différents accidents de travail et ils ont découvert ceci. Depuis 10 ans, le nombre d'accidents de travail qui touchent les hommes a diminué de 23%, alors qu'il a augmenté de 20% chez les femmes. Plus inquiétant encore, la progression exponentielle des maladies professionnelles chez les hommes, qui est en hausse de 91%, et elle est en hausse chez les femmes de 170%. Parmi les causes avancées, on a la baisse de la vigilance au travail comme facteur principal. La charge mentale domestique semble faire de plus en plus de mal aux travailleuses dans leur vie professionnelle également. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi les hommes subissent encore plus d'accidents de travail en nombre que les femmes, sachez qu'un élément de réponse est le suivant, une majorité des accidents de travail intervient dans le secteur du BTP. Or, le secteur du BTP n'est composé que de 12% de femmes. C'est pas un hasard si au début de la vidéo, juste avant le générique, j'ai tenu à citer Monique Eco. La sociologue rappelait que considérer la charge mentale ménagère comme une simple inégalité de répartition des tâches n'avait pas grand intérêt. Ce que ces inégalités révèlent, selon elle, c'est une position sociétale de la femme considérée comme inférieure à celle de l'homme. Il faut donc repenser la position sociale des femmes en France. Ça passe, à mon sens, par une réflexion profonde de notre part à nous, les hommes. Il me semble qu'il est fondamental que nous remettions en question certains dogmes au risque de perdre un peu de pouvoir dans tel ou tel domaine. Mais on ne peut plus accepter sans réagir des inégalités flagrantes. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rester alerte, en particulier si nous sommes dans une position hiérarchique avantageuse. Que l'on soit docteur, enseignant, patron, responsable d'une équipe petite ou grande, coach, manager, etc.,
Nous devons, à chaque fois que nous avons à juger le travail ou la performance d'une femme, garder à l'esprit qu'elle peut être sujette à de nombreuses pressions que nous ne connaissons pas, puisqu'elles seraient liées à leur charge mentale qui est beaucoup plus élevée que la nôtre. On doit faire attention à ne pas laisser les clichés de genre féminin biaiser nos jugements à leur égard, etc. Comme le disait très bien Virginia Woolf, et ça a été magnifiquement illustré par l'artiste Amanda Hart, je vous la recommande chaleureusement, l'histoire de la résistance des hommes à l'émancipation des femmes est encore plus instructive que l'histoire de l'émancipation des femmes. Repenser la place sociale des femmes, ça veut dire ça. Ne jamais s'opposer à leur émancipation et toujours encourager leur dessein personnel. Si on leur laisse la charge ménagère entièrement à leur charge, comment voulez-vous qu'elles trouvent l'énergie pour changer de voie, par exemple, faire une nouvelle formation, aller vers un nouveau métier qu'elles jugent plus en adéquation avec leurs envies, voir leurs amis quand elles en ont besoin, commencer une activité sportive, artistique, etc. C'est un frein au développement personnel évident. Ça signifie également non pas proposer notre aide à ces tâches, mais simplement faire notre part. Marie Dubrubella en parle très bien dans La tyrannie du genre, ça se trouve page 131 et je vous recommande grandement son ouvrage, je pense que j'en ferai assez prochainement une chronique, parce que j'y ai appris énormément de choses. C'est dans un chapitre qui s'appelle « Exécuter son genre », voilà l'ouvrage, et voici ce qu'elle dit. Dans certains milieux, les pères aident, mais leur participation a précisément le statut d'aide, ce qui change tout. Car pour eux, les priorités ne sont pas inversées. Il est rare que la venue d'un enfant remette en cause leur situation professionnelle, alors que c'est fréquent pour les femmes qui, selon le rang de naissance de cet enfant, soit réduisent leur temps de travail, soit s'arrêtent complètement. À telle enseigne que la division du travail entre mère et père se durcit au fur et à mesure que la famille s'agrandit. Quand les normes encouragent la mère à se consacrer entièrement à ses enfants, elles incitent le père à jouer plus encore son rôle de père nourricier, ce qui l'amène à consacrer plus de temps à son activité professionnelle. Les jeunes femmes, notamment celles qui pensaient que grâce à leur diplôme, elles avaient en main les mêmes cartes que leurs compagnons, vivent alors mal le renforcement des inégalités dans le partage des tâches et la rigidification des rôles qui accompagnaient l'arrivée d'un enfant. On peut évidemment à ce sujet imaginer plein de solutions, ça peut être faire les tâches ménagères une semaine sur deux, une fois l'un, une fois l'autre, ou les répartir en fonction du temps qu'elles prennent. Aujourd'hui, vous avez tous ces chiffres facilement sur internet, je vous mettrai même ça au niveau des commentaires. L'autre chose, et ça pourrait vous faire sourire, on pourrait, nous les hommes, s'inspirer de ce qui se fait dans les couples hétérosexuels et lesbiens. Ça pourrait faire sourire, mais je vous garantis que ça a un sens. Pour citer l'étude sur laquelle je m'appuie, voici une traduction d'un double paragraphe qui parle exactement de ça, du fait que dans les couples homosexuels et lesbiens, la répartition des tâches, elle est beaucoup plus égalitaire que dans les couples hétérosexuels. Chez les couples hétérosexuels, les femmes sont considérées comme la responsable, la parente par défaut, pour organiser les tâches ménagères et s'occuper des enfants. Il y a besoin de partager la responsabilité éducative qui n'est pas un problème de femmes. Au sein des couples homosexuels ou lesbiens, on observe une large meilleure répartition des tâches domestiques. Je vous laisserai lire le reste de l'article si vous le souhaitez, il y a plein de choses assez intéressantes dedans. Mais tout ça pour dire que c'est bien, non pas un problème de qui fait quoi, mais un problème de représentation de ce qui est une femme. Et c'est ça qui pose problème. C'est pas juste le problème d'un agenda de tâches qu'il faudrait mieux diviser en deux. Il est vraiment de notre responsabilité, nous les hommes, en couple hétérosexuel, de nous assurer d'une équité parfaite dans nos devoirs respectifs. Je vous invite enfin à refuser tout sexisme, toujours. À penser du matin au soir en termes d'égalité femmes-hommes. À chaque fois que l'on fait une action, se demander si elle va avoir une répercussion négative sur nos compagnes. Gardons toujours à l'esprit que les inégalités entre les femmes et les hommes qui continuent à subsister, ce sont des dérives patriarcales sexistes, qu'elles touchent les tâches ménagères, la charge contraceptive, la charge esthétique, etc. À moins que d'autres idées ne me viennent en tête, je pense que cette 4e vidéo sur la charge mentale va clore la discussion autour de ce sujet. Il y a beaucoup d'autres questions qui concernent le féminisme sur lesquelles j'ai envie et besoin de travailler en ce moment. Mais tout ça pour dire que la solution, elle est là, elle est simple. L'existence de cette charge mentale insoutenable, elle doit nous révolter et elle doit nous pousser à la répartir équitablement pour le bien-être de la moitié de la population quand même. Nous devons tout faire pour rompre la boucle du sexisme. Pour illustrer cette conclusion et pour terminer la vidéo, j'aimerais vous lire un tout petit extrait d'un ouvrage qui s'appelle « Rebellez-vous » de Marie Laguerre que j'ai presque terminé, il me reste une 50aine de pages, c'est vraiment très bien. Ça fait froid dans le dos parce que Marie Laguerre, c'est la jeune femme qui avait subi une agression horrible en pleine rue par un masculiniste, enfin c'est vraiment un moment terrible. Et page 145, elle dit quelque chose que j'aime beaucoup, elle dit « Il faut déloger le sexisme partout où il s'infiltre, dans l'espace public et dans l'espace privé, partout où il s'épanouit. » Je vous invite ici à ne pas laisser glisser, laisser faire, laisser dire, laisser importuner, à garder la tête haute, le regard droit, le mot prêt à jaillir. La résignation n'est plus de mise.
Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour tous les messages d'encouragement que vous m'avez envoyés durant l'écriture de ces 4 épisodes, ça m'a été libérateur de les écrire. Je vous remercie également pour tous les conseils d'écriture, les conseils de thèmes. C'est vraiment grâce à vos messages en fait que je réalise cette dernière vidéo sur la charge ménagère. Je pensais pas que je le ferais parce qu'il me semblait que la charge ménagère c'était quelque chose de facile à comprendre, d'instinctif. Et puis c'est en travaillant dessus que je me suis dit qu'en fait non, effectivement il y avait des choses à dire. Continuons ensemble le débat dans les commentaires de la façon la plus respectueuse qui soit, je le souhaite. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.